Alors, comme promis, je vais faire une vidéo strictement dédiée aux 12 factors pour les détailler un par un et puis que vous puissiez effectivement pouvoir revenir sur cette vidéo à chaque fois que ce sera nécessaire pour vous accompagner pour la suite des vidéos que je vais faire. Alors, premier des 12 factors, très important, code base. Ce que nous dit code base, il nous dit que pour aller mettre une application sur le cloud, il faut que tout soit versionné dans son intégralité. Et on va voir effectivement que dans l'approche DevOps, on va essayer de versionner évidemment du code, mais on va versionner de la documentation et on va effectivement la mettre sur la gestion de version sur un Git, des specs, de la spécification par le code, ce qui va nous permettre de faire du TDD, du BDD, du Behavior Driven Development, du Test Driven Development, y compris ce qui va nous permettre de fabriquer de l'infrastructure, donc de l'infrastructure as code, et on va voir qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ça, y compris toute la partie observabilité, l'ensemble des métriques et ainsi de suite, tout ce qui va être inhérent à notre capacité à exploiter l'application, tout sera versionné. Le deuxième des 12 factors, extrêmement important, euh, tout ce qu'on va développer doit être fait avec les outils nécessaires à bien gérer les dépendances. Dans la quasi-totalité des langages, il y a un outil, donc il y a plusieurs outils. Il y a un outil qui nous permet de gérer la version du langage et qui va permettre de fabriquer un bundle d'exécution, un environnement fermé dans lequel on peut rapatrier l'ensemble des dépendances. On le retrouve dans pratiquement tous les langages. Alors moi j'ai l'habitude de Ruby, donc par exemple on a un Ruby Version Manager qui nous permet de déployer une version particulière de Ruby, et après on a des outils comme Bundler, Gem qui vont nous permettre de packager nos dépendances et de les gérer de façon centralisée avec un fichier qui référence toutes les dépendances d'un langage. En Ruby, ça va s'appeler un gemfile, avec NPM, ça va s'appeler un package.json ou des choses comme ça. Et du coup, ce fichier référence toutes nos dépendances. En une commande, on va pouvoir effectivement les rapatrier pour mettre à jour notre environnement de développement. Mais on va voir que plus tard, les containers vont utiliser la même mécanique pour pouvoir justement rapatrier toutes les dépendances pendant la phase de build dans la chaîne d'intégration continue. Donc, dependency, c'est super important. Config. On va se rendre compte à l'usage que euh, tout le cloud, toute la containerisation va faire la part belle à la gestion de l'injection de la configuration par les mécanismes de variables d'environnement. Et en permanence, effectivement, il va falloir faire en sorte que tout ce qu'on a comme artefacts, les packages, les containers et ainsi de suite, tout ce qu'on va poser sur des repositories ou des registries, va devoir être complètement agnostique pardon, de l'environnement sur lequel ça doit se déployer, et ça devra être injecté au moment du runtime dans le container pour le spécialiser et pour l'adapter à une exécution dans un contexte donné. Donc le container, ce qui va lui permettre, la seule charge active dans le meilleur des mondes, la seule charge active qui va le spécialiser dans une exécution donnée, ça va être des variables d'environnement. On va voir qu'on peut effectivement aussi faire des mécaniques avec, dans le cloud, on va avoir la notion de config, de secret qui permettent d'injecter des données de configuration plus structurées, des certificats, des fichiers de configuration plus complexes. Mais l'idéal, ça va quand même être effectivement d'avoir des fichiers de configuration qui seront templatisés sur lesquels on va venir substituer des valeurs pour un environnement donné. C'est la même approche qu'on retrouve avec des outils d'automation comme Ansible avec les groupes vars applicables sur les templates, des templates Jinja qu'on utiliserait. Backing service. Alors j'en ai un peu parlé, on est déjà sur les précédentes vidéos. Le but ici, c'est vraiment d'isoler les services, par exemple la base de données, la consommation d'un proxy, la consommation d'une ressource extérieure, d'une dépendance de l'application sous forme de service back-end, et on va venir elle aussi l'injecter au moment du runtime de l'exécution, euh, au dernier moment, comme une ressource consommable par l'application. Et on verra, il y a un des facteurs suivants qui va expliquer qu'il faudra même faire en sorte que l'application puisse être indépendante du cycle de vie du backing service. Build, release, run.
Bah là, on parle d'intégration continue. On y reviendra hein, sur ce sujet-là parce que là, c'est encore un peu tôt. Mais on a déjà un petit peu parlé du fait qu'on allait devoir mettre en place des pipelines pour exécuter sur une chaîne d'intégration continue. Ce que nous dit ce facteur, il nous dit qu'il va falloir faire des pipelines séparés pour builder et tester, pour délivrer et pour exécuter. Donc le but, ça va être de faire en sorte qu'on fasse une séparation précise, une isolation précise, y compris au niveau des processus d'intégration continue, de déploiement continu, et donc des pipelines. Processes. Donc, ça, c'est la containerisation qui va nous l'offrir. C'est pour ça que j'ai mis un petit logo avec un container. Parce qu'effectivement, le but du jeu, ça va être de faire d'aller vers les architectures services, microservices et de faire en sorte que chaque composant de l'application soit autonome et indépendant des autres composants et qu'il n'y ait pas de maintien d'état entre les composants. Et ça doit se faire au niveau processus. On va voir quand on va travailler sur la containerisation que ce qui maintient un container en vie, c'est un processus. Donc, on va bénéficier par la containerisation de l'incarnation, de la concrétisation de ce facteur. Port binding, extrêmement important. La porte d'entrée d'un container, on va le voir encore une fois, je l'illustre par la containerisation, c'est un port TCP/IP. Et on va voir que le cloud va utiliser de façon très abondante ce principe. Et encore une fois, la containerisation va nous l'offrir, de faire en sorte que chaque service doit être exposé par un port TCP/IP. On évite de faire autre chose, les sockets nommés, toutes les mécaniques qui vont faire du stateful sur un système de fichiers par un quelconque moyen ne seront pas une bonne méthode. C'est-à-dire on ne fait pas communiquer des composants par autre chose que par des bindings TCP/IP. Et l'exposition d'un service doit systématiquement être faite par l'exposition d'un port TCP. Concurrency, bon ça c'est pas le cloud qui l'introduit, hein. Le fait de pouvoir gérer la scalabilité implique que les processus qu'on veut lancer soient capables de fonctionner en concurrence. Donc ça implique le stateless dans une grande partie, ça implique le fait que on doit avoir des mécanismes de gestion au niveau session qui sont en dehors des processus. Que le processus doit être stateless et que la mécanique de gestion de maintien d'état doit être isolée sur un service et les persistances des maintiens d'état doivent être isolées sur des services. Disposabilité. Donc là, la disposabilité, c'est la capacité à pouvoir arrêter, redémarrer de façon simple et rapide n'importe quel composant. Et donc le container, bah, lui aussi va nous aider largement dans cette démarche parce que il y aura des commandes simples qui permettent de l'arrêter et le redémarrer. Et c'est strictement nécessaire parce que quand on va parler d'orchestration, bah, l'orchestrateur pourra prendre de lui-même la décision de basculer un container d'un côté ou de l'autre, ça veut dire l'arrêter et le redémarrer de l'autre côté. Donc si on n'a pas cet aspect un petit peu arrêt clair et net, avec des commandes non ambiguës et très rapides. Donc les choix des langages aussi, les choix des technologies vont être importantes. Aller continuer à exécuter une application sur un gros serveur d'application Java, bah, peut-être pas. Si on veut continuer à faire du Java, il va falloir des containers légers. Et même peut-être qu'on va aller chercher des technologies qui sont encore plus adaptées pour faire du container parce que cet aspect capacité de l'aspect volatilité va être facilité avec certaines technos par rapport à d'autres. Parité, identique, hein, ça ne vient pas du cloud, hein. Cet objectif, on l'a depuis toujours, de se dire pour pouvoir garantir que ce qu'on fait est reproductible, il faut de la parité. On doit créer des environnements qui sont similaires les uns par rapport aux autres. L'avantage, c'est qu'un cluster, la containerisation, va fournir ce qu'on peut nommer une couche de normalisation, c'est-à-dire une couche unifiée, normalisée sur lesquelles les containers vont s'exécuter. Au même titre, par exemple, si je dois faire une analogie, la JVM Java fournit la même chose. La garantie de portabilité d'un code Java vient du fait qu'on a une couche de normalisation sur lesquelles s'exécute le code. Bah là, notre objectif, c'est d'avoir la même chose au niveau du runtime de containerisation, voire même au niveau du clustering complète de containerisation. Donc, là aussi, la containerisation va beaucoup nous aider à pouvoir garantir la reproductibilité des environnements. On a cette couche de normalisation, on fait des containers préfabriqués. Si on les déploie
sur un premier environnement, sur un deuxième, sur un troisième, on a la garantie qu'ils vont s'exécuter pareil, modulo ce qu'on a dans le troisième des facteurs, l'aspect injection de configuration. Les logs. Là, clairement, il faut traiter les logs comme des flux d'événements et les centraliser. Vu qu'on va aller vers l'orchestration, vu on va graviter avec des objets volatiles, les containers sont des objets volatiles. Si on s'amuse à les laisser écrire sur un node particulier d'un cluster, bah, on va pas pouvoir les récupérer comme il faut. Donc faire des volumes statiques sur un node, ça va pas être possible. Il va donc falloir faire en sorte que les logs, on verra comment ça va se passer, hein, l'exploitation de la sortie standard du processus de maintien d'un container, typiquement, mais j'y reviendrai, hein. Va falloir la récupérer et la envoyer dans une base de données, un open search potentiellement, et puis de mettre en face des outils qui permettent de les exploiter. Admin process. Alors là, on parle à la fois de containers, sur le fait que bon, on va avoir des containers sidecar, chaque processus administratif doit être une tâche à part entière. Et on peut effectivement avoir des choses qui s'exécutent sous forme de containers, mais c'est aussi, on fait référence au fait que toute opération administrative doit être un processus spécifique, et potentiellement on peut retrouver des macros rake, on peut retrouver des target make, on peut retrouver des actions Maven, des jobs npm et ainsi de suite. Le but, c'est d'éviter d'avoir à mémoriser des commandes complexes. Donc, dès qu'une opération administrative, elle est suffisamment complexe, elle doit faire l'office d'une macro dans un mécanisme de centralisation de target dans des namespaces. Donc, on verra par exemple des exemples avec Rike. J'ai fini pour les fameux 12 factors. Alors, on va beaucoup en parler par la suite, c'est ce que j'ai dit. Mais par contre, on va regarder deux commandements. Ces deux commandements, le premier, dès qu'on va aller, et plus on va aller vers le cloud, plus cette fois-ci, un environnement il doit être considéré comme parfaitement volatile et susceptible d'être reconstruit régulièrement. Donc, aller dans un container en production, alors là, c'est franchement idiot, faire du debug sur un container, à la rigueur, quand se connecter sur un container pour aller débugger, visualiser quelque chose. Par contre, agir à l'intérieur d'un container, non. Non, on neutralise le container, on le relance ou on le laisse se faire orchestrer. Mais du coup, ça n'a pas de sens. Mais même sur un environnement construit sur l'infrastructure as a service, il faut pas le faire parce qu'on a dit qu'on allait tout gérer sur une code base, que toutes les actions allaient être pilotées depuis cette code base par une chaîne d'intégration continue. Donc, si on est amené à faire une opération sur un serveur, au minimum, on vient la répercuter sur la code base pour s'assurer que tous les automates de la chaîne d'intégration continue vont la répercuter. Mais sur le principe, on ne doit jamais le faire. Voilà. Le deuxième commandement, c'est d'utiliser des design patterns. Il y a des règles de construction, des bonnes pratiques qu'il va falloir utiliser. Notamment, on a un peu vu le principe de l'injection de dépendance, mais tout ce qui va être du domaine de la substituabilité, le principe de l'ISCOF, l'isolation entre les services avec circuit breaker et ainsi de suite. Peut-être que je ferai quelque chose de dédié sur les design patterns. Mais en gros, voilà, il faut qu'on se rappelle ces cours d'algo, ces cours d'informatique, ces cours de prog objet. Et puis, il faut respecter des bonnes pratiques sur la façon de développer. Le but, c'est d'utiliser ces design patterns au profit des 12 factors. Donc, je vais en rester là pour cette vidéo. L'objectif, c'était de faire une vidéo assez courte, voilà, sur laquelle vous pouvez revenir. Si par la suite vous vous rappelez plus quel facteur, quand je fais référence à un facteur, vous pouvez revenir sur cette vidéo pour vous rééclairer. Et je vous remercie. Bon après-midi.